Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down to sink again. Listen. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, et un petit film. Une petite poire à l'heure du goûter, ça donne faim, mais on va essayer de tenir encore 45 minutes pendant cette dernière conférence de cette journée multimodale. Rebonjour ou bonjour à toutes et à tous et à celles et ceux qui nous regardent en replay. Et merci à tous les 5 de vous livrer à un exercice pendant donc, ces 3 quarts d'heure, un peu de prospective pour clôturer donc, cette journée. À quoi ressemblera la supply chain multimodale de demain ? Je vous présente rapidement Bénédicte Collin, vous êtes présidente de VIA Naviland Cargo au sein de RLE. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sylvain Philippe, vous êtes à double titre aujourd'hui pour l'Union TLF et puis aussi pour FM Logistics, dont vous êtes un des managers du développement du report modal. Pardon. Paul Mazato, qui lui a droit à un titre en anglais, qui est président du fret à SNCF Réseau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Philippe Virtel, qui est président du groupe MGE. Il nous dira dans quelques instants, présentera un peu ce groupe MGE. C'est une grosse PME familiale. Et puis, quelqu'un qui n'est pas sur cette diapositive, mais qui finalement a pu être avec nous aujourd'hui après une annulation. Je vous passe les détails. Merci André Flèche d'être avec nous. Vous représentez UPAC, qui est bien connu du monde des chargeurs. Alors, dans cet exercice, je vais demander à chacun et chacune de dresser sa vision prospective et quasi idéale de cette supply chain de demain. Et je vais commencer par Bénédicte, à ma gauche. Qu'est-ce qu'elle doit être, cette supply chain multimodale ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit réactive, performante ? Peut-être quelque chose d'un peu plus imaginatif ? Alors, je crois que tout d'abord qu'elle sera décarbonée. On voyait les rails de la décarbonation et je pense qu'elle sera décarbonée parce que, non pas parce que c'est une contrainte et qu'il y a des incentives, mais parce que ça sera une évidence. Et donc le rail, la barge s'inscriront dans un écosystème de transport où on ne dira pas je prends le train, je fais du train ou je fais de la barge. Le transport combiné sera en fait une espèce de colonne vertébrale d'un écosystème de transport qui se présentera plus comme des solutions de transport plutôt qu'un mode de transport qu'on oppose
qu'on impose à un autre. Alors je pense que le transport combiné est déjà sur la voie, mais ça sera accéléré et on sera capable d'offrir aux chargeurs des solutions flexibles, souples, beaucoup moins rigides que je fais du AB, BA par le rail. Et donc ça veut dire qu'on sera capable d'offrir du multidestination, du one-way, des solutions intelligentes et collaboratives. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera un système, une chaîne de transport qui sera beaucoup plus collaborative. C'est-à-dire que je crois que les opérateurs seront amenés à collaborer beaucoup plus ensemble. Ça voudra dire qu'il y aura plus de digitalisation et on y reviendra sûrement, j'espère. Et puis je pense que ça sera aussi une chaîne de transport qui sera beaucoup plus rapide. Nicolas Giraud a parlé tout à l'heure du fait que Amazon est devenu un de nos premiers clients sur les autoroutes ferroviaires. Bon, Amazon, c'est du e-commerce et ça ne va pas vous échapper. Ils veulent toujours plus de rapidité. Alors, ils font déjà du fret sur les TGV de la SNCF. Mais donc, on peut s'autoriser à penser, puisqu'on rêve un peu, et là, je renvoie la balle à Paul, on aura des sillons plus rapides parce que finalement, c'est ce que veulent les clients aujourd'hui. Voilà, donc digitalisé, flexible, collaborative, et puis j'aurais sûrement à ajouter. On va progresser au fur et à mesure des interventions. Est-ce que ça veut dire que vous avez potentiellement un rôle encore plus prescriptif que celui que vous avez aujourd'hui auprès de vos clients? Dans le panel d'avant aussi, on a parlé plus d'éducation. Et Nicolas a dit on sait le faire, mais on ne sait pas savoir dire qu'on sait le faire. Donc je pense qu'il y a sûrement un rôle d'éducation. Et pour que ça devienne une évidence, il faut qu'on ait tous les outils et toute la palette et qu'on soit perçu comme moins rigide, comme moins compliqué. Donc il y a sûrement un aspect éducatif. Je crois beaucoup au système d'IA collaborative. Sur nos systèmes, on est en train de mettre en place une espèce de chat GPT du transport combiné où le client peut nous dire est-ce que tu as de la place sur tel train? Et si oui, ça décline en commande. Tout le système s'autogénère pour le faire. Donc oui, je pense qu'il y a sûrement un rôle d'éducation, mais l'IA peut nous aider. Sylvain, quand on a préparé cet échange, j'étais beaucoup marqué par le fait que vous insistiez beaucoup sur la coopération. C'est-à-dire qu'il fallait changer, j'allais dire de mindset, en tout cas d'état d'esprit, pour passer peut-être d'un modèle très de compétition libérale, chacun dans son couloir, essayant de gagner des parts de marché, etc., à un modèle, Bénédicte le disait à l'instant, plus collaboratif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la mentalité, le changement que vous portez en vous dans votre regard sur les supply chains? Déjà, deux points, peut-être de partir d'où on est aujourd'hui. On nous parle d'innovation, mais moi je trouve qu'il y a déjà un certain nombre d'innovations. On est capable de mettre des semi-remorques non préhensibles sur des trains, on est capable d'avoir de la digitalisation, etc. Moi, ce que je pense qu'il manque aujourd'hui, c'est passer de ces briques qui existent individuellement à une vision collaborative et comment finalement on les font se coordonner, que ce soit des briques d'options technologiques ou des briques d'options réalisées par un certain nombre d'opérateurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça on le porte, que ce soit chez FM ou au niveau de la commission multimodalité chez TLF, c'est que la supply chain de demain, et je complète un peu, elle sera complexe. Elle ne sera pas simple en fait. Le contexte géopolitique actuel, le contexte environnemental fait qu'il n'y aura pas de supply chain simple. Il y aura des supply chain complexes qu'il faudra rendre simples pour les chargeurs. Et il y a deux façons de le faire. Alors effectivement, on peut passer un peu de temps à leur apprendre comment ça fonctionne, mais on peut aussi se dire que leur métier, c'est pas forcément de faire du transport et de la logistique, et puis de confier finalement ce transport et sa logistique à un certain nombre d'opérateurs, comme des commissionnaires de transport par exemple, qui peuvent travailler avec d'autres briques et associer l'ensemble pour réaliser une première offre. Donc ça, c'est mon premier point. Pour parler de chacun dans son couloir, j'ai aussi une autre pensée assez importante, c'est que je ne vois aujourd'hui aucun opérateur, quelle que soit sa taille, quel que soit son historique, son actionnariat, un grand groupe d'État ou un grand groupe familial ou une petite PME, être capable d'offrir 100% de la solution à travers l'Europe et à travers le monde. Enfin, je veux dire, c'est la palissade, mais ça me paraît juste un truc qu'il faut qu'on pose, parce que du coup, ça nécessite à un moment qu'on ouvre un petit peu plus les chakras et que je te dise, bon, bah, moi, je suis pas mal là, toi,
toi tu es pas mal là, peut-être qu'on peut travailler ensemble et proposer quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors c'est un peu contre-intuitif et c'est des appels que je fais souvent en chargeur du mode de fonctionnement qui consiste à faire des appels d'offres individualisés, non personnalisés, sans échange particulier sur l'ingénierie de la solution plus que sur le prix uniquement. Et donc c'est ma pensée de demain, c'est que ok, il faudra du prix, ok, il faudra des plateformes d'appel d'offres, mais il faudra sans doute plus de collaboration à la fois côté offreur, de travailler ensemble, et à la fois aussi côté chargeur, d'être capable de se dire que la vision entre guillemets collaborative sera une des solutions qu'ils devront avoir dans cette supply chain de plus en plus complexe. Et qui, selon vous, peut faciliter l'émergence de ce nouveau modèle plus coopératif? C'est les commissionnaires, c'est parce que on peut imaginer on peut rêver que tout le monde discute ensemble grâce à l'éducation qu'évoquait Bénédicte, mais souvent il faut qu'il y ait des détonateurs ou des intégrateurs. Comment vous voyez les choses? On distingue 3 schémas aujourd'hui. En fait, on se distingue des schémas où un certain nombre d'opérateurs ferroviaires, ou on va dire opérateurs modaux, qu'ils soient ferroviaires, routiers ou fluviaux, commencent à remonter la chaîne de valeur ou élargir leur écosystème. Le groupe RLE en est un exemple. Je veux dire, la multiplication des filiales, chacune avec une valeur ajoutée, mais qui travaillent de plus en plus en collaboration, permet d'aller vers les chargeurs. Ensuite, il y a le modèle des transporteurs routiers qui se disent aussi, et j'en fais partie chez FM, que ce soit transporteur routier ou logisticien, qui disent on sort un peu de notre zone de confort habituelle et puis on essaye d'aller regarder ce qui se passe. Et puis il y a aussi les chargeurs eux-mêmes qui parfois finalement intègrent une compétence en interne en allant chercher des gens qui étaient de l'écosystème pour essayer de comprendre mieux et de créer le lien. Donc je ne crois pas beaucoup à un modèle unique et pourtant ce serait un peu contre-intuitif de la fédération que je représente, mais tout ne passera pas que par les commissionnaires, mais tout ne passera pas sans les commissionnaires. Donc, les 2 messages sont aussi importants. Et donc moi je pense que le modèle sera hybride en fonction de la taille. J'ai discuté tout à l'heure avec Arnaud Desmond chez Arcelor. Évidemment, le rôle des commissionnaires chez Arcelor, il me dit c'est un peu compliqué, j'ai déjà des flux mis en place, mais aujourd'hui ce sont des petits industriels qu'il faut aussi qu'on soit capable d'aller chercher, des petits transporteurs qui sont quand même une masse importante du tissu économique du transport routier, et c'est ceux-là qui ont besoin certainement d'appui de la part de grands groupes comme RLE ou de la part de commissionnaires de transport comme nous par exemple, quoi. Voilà. Les bénéfices induits par cet nouvel état d'esprit, c'est optimisation des capacités, des taux de charge, amélioration des marges? Alors, amélioration des marges, on va déjà juste essayer de faire effectivement de la mutualisation et de la massification permettant de maintenir des services. Moi, j'ai un exemple récent où on a été parmi les premiers à se lancer sur un train direct Pologne-France qui n'existait pas. Et quelques mois plus tard, ce train a malheureusement dû s'arrêter par faute de commercialisation, par certaines complexités techniques et par la force d'engagement à la fois des chargeurs mais aussi des transporteurs à aller dessus. Alors la résilience fait qu'aujourd'hui, on a d'autres solutions avec d'autres prestataires, avec un arrêt en Allemagne, avec plein de choses. Donc les choses fonctionnent. Mais dans un premier temps, parlons massification et engagement. Si on n'a pas de commitment, on ne peut pas aller bien loin d'un point de vue des solutions de mise en place. Et puis après, effectivement, ça passe aussi par un petit peu moins de confidentialité, je pense, un petit peu plus ou en tout cas de trust, de confiance entre nous pour se partager des informations peut-être un peu commerciales parfois, au sens noble du terme, c'est-à-dire se dire, moi je suis en train de travailler sur cet appel d'offre-là, est-ce que vous, de votre côté, vous n'auriez pas des contreflux à travailler pour qu'on puisse y aller ensemble, et de la même façon avec les chargeurs. Parce que finalement, on est globalement toujours à peu près tous sur les mêmes sujets, et sauf que parfois on en a un bout chacun et on n'arrive pas à aller au bout. Donc c'est plutôt ça, moi, ma pensée de demain, c'est que, et ça se fait à d'autres échelles, hein. Si on monte d'un cran au niveau international, les acteurs chinois travaillent entre eux sans aucune difficulté aujourd'hui pour mettre en place des supply chains mondiales. Et je pense que nous, en Europe, on a cette capacité parfois à rester chacun dans notre silo et en se disant, toi, tu es transporteur, moi, je suis commissionnaire, ou moi, je suis français, toi, tu es polonais. Bon, ok, je pense qu'il y a matière à travailler et à changer un peu ce mindset-là, pour le coup. La référence aujourd'hui des supply chains, pour vous, c'est en Chine que ça se passe ou... Non, pas nécessairement. Je dis simplement qu'ils ont cet exemple-là, que force est de constater qu'ils font les investissements dans les infrastructures quand il y en a besoin, qu'ils sont capables de coopérer entre eux, qu'un opérateur chinois qui a besoin de faire de l'import en France notamment ne se pose pas la question de savoir avec qui il veut travailler. Il nous contacte et dit, tiens, je pense que vous êtes fort en France, je travaille avec vous. Il ne se demande pas si on va le bypasser chez son client ou pas. Il se dit, vous avez une valeur ajoutée et on y va. Je pense qu'il faut qu'on se regarde tous en se disant, en fait, mon confrère a une valeur ajoutée complémentaire et il n'est pas uniquement celui qui tuera mon business de demain. Aujourd'hui, on a plus intérêt à travailler ensemble qu'à travailler en se regardant en fait, et en se disant, on va perdre du boulot. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la majeure partie de l'activité est au transport routier, mais on a tous conscience de la congestion routière, de la difficulté de recrutement. Et que va-t-on faire demain si on n'est pas en capacité de collaborer ? Je ne vois pas
de rationalisation des structures telles que des gros opérateurs seront capables de répondre à tous les besoins. D'où cette nécessité de travail en commun en fait. Ce discours, il est partagé par vos collègues, notamment à TLF. C'est quelque chose qui commence à émerger, Alors ça commence pas à émerger, ça fait un certain nombre d'années que les fédérations professionnelles en général de transport routier et en particulier TLF avec les commissionnaires poussent là-dessus. Mais bon, aujourd'hui on est invité sur ce genre de table ronde, c'était pas toujours le cas auparavant, hein. D'ailleurs j'entends encore des tables rondes, je vais citer la table ronde précédente où la question qui a été posée c'est combien y a-t-il de chargeurs dans la salle ? Mais pourquoi on n'a pas posé la question du nombre de commissionnaires qu'il y avait dans la salle qui pourraient aussi amener des flux ? Vous voyez, donc il y a quand même aussi encore un petit truc à changer. On voit souvent, et peut-être qu'un jour il faudra qu'on pense à changer notre nom, mais c'est celui-là, on voit derrière commissionnaire de transport, on voit commission. Donc commission, on se dit oh là là, ils prennent un truc, ils prennent une marge et ils revendent. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça et je pense qu'il y a matière justement aujourd'hui à écouter ce rôle-là. À nous les commissionnaires aussi merci Camille. À nous aussi d'amener peut-être un peu plus d'expertise technique et d'expliquer ce qu'on fait. Ça, je suis complètement conscient et on travaille là-dessus au niveau des commissionnaires, mais c'est un point à mon avis important à mettre en avant. On a un rôle à jouer là, dans cette clé-là. Mais si je peux me permettre, les transporteurs routiers se sont organisés en réseau de groupage pour faire du A, B, B, C, D, E, A. Donc on doit en tant qu'opérateur ferroviaire être capable de faire la même chose. Les grandes compagnies aériennes ont fait la même chose autour de hubs. Donc je pense qu'il n'y a rien de... Peut-être qu'historiquement, enfin moi j'ai été moins présente sur le marché ferroviaire européen récemment, je suis revenue il y a 2 ans, mais on ne pourra pas... Comme vous l'avez très bien dit, avoir un seul opérateur, faire du transfrontalier et faire l'ensemble du réseau. Donc l'avenir, il est effectivement par de la collaboration pour offrir de la massification, de la fréquence et de la multidestination. Et du one-way surtout. Y compris pour optimiser le système et en tirer le maximum. Oui, je compléterai un point. Moi, ça fait quand même maintenant une petite vingtaine d'années que je travaille dans le ferroviaire. Il y a 20 ans, on nous parlait d'interopérabilité comme étant la clé de voûte de la façon dont on pourrait développer. Bon, l'interopérabilité des réseaux, on est en train seulement d'imaginer des locomotives qui traverseront l'Europe, etc. C'est la clé de voûte de dans 50 ans, peut-être, et encore. Aujourd'hui, la clé de voûte, c'est la coopération avec chacun sa capacité sur son périmètre et l'association. Moi, je plaide, et je crois qu'on en avait parlé quand on avait préparé, je souhaite qu'on passe de la juxtaposition des solutions à l'orchestration des solutions. C'est pas tout à fait pareil. Si vous mettez un orchestre et que vous dites à chacun joue ta partition, t'es très bon, si personne les orchestre, à la fin, ça donne pas un truc super joli à écouter. Donc je pense que nous, on a ce rôle-là aujourd'hui au niveau des commissionnaires d'orchestrer. Et si d'ailleurs un certain nombre d'opérateurs ont commencé à créer en leur sein des structures de commissions de transport, c'est bien qu'il y a un intérêt à travailler avec les commissions de transport. Il y a un besoin et une nécessité d'avoir un chef d'orchestre ou plusieurs chefs d'orchestre. Paul Mazato, tout à l'heure, votre collègue de SNCF Réseau, Olivier Bancel, insistait sur la réactivité du mode. Et puis ont été aussi évoqués les accords avec d'autres gestionnaires d'infrastructures. Bon, en gros, l'aspect discussion, ouverture est à l'ordre du jour. De votre point de vue de directeur du fret au sein du gestionnaire d'infrastructure, comment vous voyez se concrétiser ces volontés qui viennent d'être exprimées ? Pour reprendre un petit peu ce que disait Olivier Bancel tout à l'heure, nous devons à la fois tenir compte de la rigidité du mode ferroviaire et en même temps essayer d'offrir plus de souplesse, plus de réactivité. Et je vais l'illustrer par 2 exemples qui vont dans les 2 sens. Un point qui me paraît une évolution essentielle de la supply chain et qui est propre au ferroviaire, c'est cette tendance dont on ne parle pas tellement finalement, la massification. On voit la massification dans le monde maritime, on le voit la massification dans le monde routier, toutes les tentatives du secteur routier pour pouvoir avoir des tonnages plus importants par véhicule. Mais on ne parle pas tellement des gains de massification dans le secteur ferroviaire qui pourtant, année après année, sont bien là, à hauteur de 3% par an. C'est très régulier. Et SNCF Réseau communique des taux de remplissage, par exemple Non, mais on le sait assez facilement parce que nous avons à la fois des indicateurs qui sont fournis par les services de l'État sur les tonnes kilomètres et puis ceux que nous possédons, nous, sur les trains kilomètres. Donc quand vous comparez l'évolution de ces 2 indicateurs, vous voyez que les tonnes kilomètres augmentent 3% plus vite que les trains kilomètres et c'est très régulier depuis un assez grand nombre d'années.
Donc là, on voit une tendance qui est plutôt du domaine de la grosse industrie, un mode de plus en plus lourd, avec un plus grand nombre de wagons, des trains de 850 mètres, par exemple chez Benedict. À l'échelle européenne, on évolue vers des trains de 750 mètres, mais c'est aussi une croissance. Et puis le transport combiné qui permet d'avoir des trains remplis dans un sens et dans l'autre. C'est plus de massification par opposition au train conventionnel où souvent on a le train qui est rempli dans un sens mais pas dans l'autre. Mais vous auriez la capacité à réseau, par exemple, à l'instant T, je ne sais pas combien de jours avant ou 2 semaines avant, de dire que tel train est complet à tel pourcentage ou pas. Vous auriez cette capacité en outil digital pour avoir une transparence sur les trafics et donc sur les capacités qui restent disponibles? Alors ça m'amène justement, c'est une bonne transition vers le deuxième point, c'est que par ailleurs, nous gagnons en flexibilité, en réactivité, et le numérique est absolument essentiel là-dedans. Alors, le numérique a énormément progressé, continue à progresser. Il y a une normalisation des données qui sont partagées au sein du secteur, alors qui est liée à une norme, alors je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais que tout le monde connaît sous le nom de STI TAF-TAP ou STI télématique. Et la richesse de cette information qui est partagée de manière normalisée à l'échelle européenne est considérable. La question que vous posez, nous avons maintenant chez SNCF Réseau, pour tous les trains qui circulent sur notre réseau, le nombre de wagons par train, et nous connaissons l'identifiant de chaque wagon. Donc on est capable de savoir effectivement non seulement est-ce qu'il y a plus de wagons qu'avant, et puis au fait, où vont ces wagons. On est capable de suivre un wagon avant un triage, après un triage, à l'étranger. Un train qui fait Pologne-Espagne, on est capable de savoir qu'il a transité, que sais-je, à Duisbourg, qu'il a changé de train à Duisbourg, et puis qu'il est venu comme ça jusqu'à Barcelone. On est capable de suivre tout ça, et donc effectivement, on a une intelligence économique de la supply chain qui est bien plus importante que ce qu'elle était il y a encore quelques années. Et ça nous permet d'offrir des services à nos clients chargeurs et à nos clients transporteurs. Je vais l'illustrer par un exemple très, très simple, mais qui, je pense, est révélateur de ce gain de réactivité que l'on peut avoir. Aujourd'hui, nous offrons depuis quelques mois à nos clients la possibilité de construire un sillon tout seul, un sillon de dernière minute. Vous avez envie, Gilles, de lancer un train demain que sais-je, entre la Pologne et Barcelone. Alors pour commencer, on va le faire en France, disons, entre Metz et que sais-je, et Perpignan. Et ben on va vous dire, bah oui, c'est possible, mais il faudrait partir à 8h12 et vous arriverez à 23h07 et on vous donne un itinéraire. Et vous recevez ça en l'espace de quelques minutes, vous l'envoyez à SNCF Réseau et SNCF Réseau vous donne un sillon. Et tout ça se fait en vraiment quelques instants. Et il sera probablement assez facile d'étendre ce produit que nous avons créé, qui est désormais disponible. Et il y a chaque semaine de plus en plus de demandes pour cela, pour avoir une perspective européenne et pour le rendre aussi disponible pour le chargeur. Donc le chargeur de lui-même peut se dire, bah tiens, visiblement c'est assez facile de pouvoir aller de tel point à tel autre en un temps qui me paraît tout à fait compatible avec mes aspirations. Donc voilà, c'est vraiment plus de transparence dans la chaîne multimodale, plus de transparence dans les capacités, etc. C'est ça un peu la direction que vous prenez? Voilà, les 3 messages, c'est plus grande massification, plus de process, mais en même temps plus de réactivité, plus de numérique et plus d'Europe. Ça fait un problème politique quasiment, ça. Tous ces points sont étroitement liés les uns avec les autres. Il y a une élection dans un an, Paul. Philippe Virtel, quelques mots peut-être pour commencer sur votre activité. Je sais que vous aimez maîtriser un peu vos moyens de production avec terminaux, etc. Vous pouvez nous expliquer, puis après je vous demanderai votre avis sur la façon dont vous recevez ces ambitions d'une supply chain décarbonée, réactive, massifiée. Enfin, je ne vais pas énumérer tous les objectifs, sinon on y serait encore dans 10 minutes. Okay. Bonjour à tous.
Concernant le groupe MGE, il s'agit d'un petit groupe familial qui est né dans l'Est de la France. On fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un peu plus de 750 collaborateurs. Il y a 60 ans, nous étions une entreprise purement routière, de petite taille. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai souhaité faire évoluer ce petit groupe vers la transition des modes. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé au mode combiné rail-route, au mode ferroviaire. Et depuis le début de cette année, on est partie prenante dans le transport fluvial et la gestion d'installations portuaires fluviales sur la rivière Moselle. Pour répondre à la question du jour, qu'est-ce que sera la supply chain multimodale demain? Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Pour moi, c'est le marché qui finalement est notre donneur d'ordre. Pour moi, on doit répondre à 3 questions qui sont en fait 3 curseurs. Les 3 curseurs, c'est quoi? C'est les délais d'acheminement qui sont souhaités par le marché. Premier sujet qu'il faut prendre en compte. Et je ne mets pas de priorité ou d'ordre de préférence l'un sur l'autre. Le deuxième sujet, pour moi, c'est la compétitivité. C'est un curseur important. Le troisième sujet, c'est comment je décarbone ou à quel niveau de décarbonation j'arrive. Et finalement, j'en reviens sur la remarque de Sylvain tout à l'heure, il est toujours dommage que nos appels d'offres, dont nous sommes, nous, transporteurs ou commissionnaires de transport, dont nous sommes les destinataires, soient assez peu précis sur le sujet et que finalement soit le vecteur compétitivité qui l'emporte. Les sujets de décarbonation sont assez mal posés, me semble-t-il, mal exprimés. Les sujets concernant les délais de délivrance des produits, qu'on parle de messagerie, qu'on parle de lot partiel, de charge complète ou de train complet, tout ça est en général assez peu bien décrit. Puis, donc ça, c'est les 3 curseurs sur lesquels le marché doit venir vers nous en nous expliquant ce qu'il attend de nous. Quatrième sujet, qui n'est plus un curseur, mais qui est une conséquence, c'est la pérennité. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ambiance générale ici, dans cette période en France, en Europe, et je dirais dans le monde, où les événements récents créent des sujets assez stressants de pérennité d'entreprise. Demain, il faut que l'offre de services continue à exister pour que le marché puisse exprimer son besoin et que ce marché puisse être satisfait dans le déplacement de marchandises. Quand on a dit tout ça, qu'on a travaillé sur la répartition, comme avec des potentiomètres sur un équaliseur, qu'on a travaillé sur la répartition des 3 curseurs, là où on les place, c'est là que se mettent en place, ou doivent se mettre en place, à mon sens, les collaborations. Je vais prendre un exemple tout simple. Et je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, si je suis en train d'organiser un train de wagon conventionnel, que le seul problème de mon donneur d'ordre, c'est d'aller vite, je vais lui offrir un service où on va vite. Peu va m'importer de savoir comment le train ou les wagons composant le train vont revenir à leur point d'origine. Si on me demande un sujet d'intelligence en termes d'émissions de carbone, à ce moment-là, autre collaboration, peut-être avec une autre catégorie d'entreprises, pour aller rechercher en coopération, cette fois, avec des chargeurs, commissionnaires, comment je peux ramener mon train. Je pense qu'en fonction des curseurs que j'évoquais là, vont se dessiner dans les années qui viennent des collaborations et surtout des coopérations. Je pense que même si les uns et les autres, nous, offreurs de solutions, on essaie d'avoir un scope le plus large possible, c'est ce que je cherche à faire dans mon petit groupe, nous avons des limites techniques, des limites financières qui nous obligent à, et c'est pas difficile à accepter, mais qui nous amènent, plus exactement pour être plus précis, qui nous amènent à aller chercher des partenaires. Donc je partage l'idée selon laquelle il faut savoir parfois casser les codes et se dire certaines vérités quand on parle de business, pouvoir évoquer à demi-mot ou un peu plus les business qui sont les nôtres pour qu'on trouve demain auprès de confrères, de partenaires, les bonnes solutions qui finalement nous aideront, aideront notre confrère et aideront surtout notre donneur d'ordre à trouver la solution qui lui convient bien dans les 3 curseurs que je citais. Merci beaucoup, c'était très clair. Je termine ce premier tour de table avec vous, André Flèche.
UPAC est un acteur européen très, très connu. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Oui, donc UPAC, c'est 700 employés. Le micro. On a environ 700 millions de chiffre d'affaires, 8000 wagons, une quinzaine de terminaux en propre sur toute l'Europe. Et en fait, c'est 130 trains par jour qui circulent sur toute l'Europe. Et nous sommes un opérateur combiné pur, c'est-à-dire que nous offrons un service de terminal à terminal. Et nous offrons aussi la possibilité, via des hubs, donc de parcourir pratiquement toute l'Europe. Là, on a donc ouvert un nouveau terminal à Barcelone, dans la Llagosta. Les trains peuvent circuler, donc on va mettre en route des trains depuis Barcelone sur Duisbourg. De Duisbourg, on a un hub qui nous permet d'aller en Pologne, en Suède, un hub qui nous permet d'aller sur Vienne et ensuite sur la Turquie. Donc on a déjà énormément de difficultés à gérer les retards de train. Parce que là, on est sur des correspondances qui sont quand même assez courtes dans les terminaux, des slots qui sont bien précis. Et donc, la supply chain, rien que ferroviaire en elle-même, est déjà très difficile à gérer. Et là, on table vraiment sur la digitalisation, l'intelligence artificielle, pour nous permettre de nous aider à gérer les capacités et les volumes disponibles dans chaque hub pour optimiser les trains. Et ce que disait Bénédicte tout à l'heure, elle parlait de collaboration et de coopération entre opérateurs. Et je pense que c'est vraiment nécessaire si on veut proposer beaucoup plus de massification et de volume à nos clients, de faire comme le fait Via déjà actuellement entre Bétambourg et Le Boulou, donc des trains plusieurs fois par jour. Donc c'est aussi notre objectif sur pas mal de destinations. Et ce que disait Sylvain tout à l'heure aussi, c'est l'importance du commissionnaire de transport. Parce qu'un chargeur, un expéditeur, il n'a aucune visibilité vraiment sur toute la chaîne de transport. Et là, c'est le commissionnaire qui peut vraiment aider à assembler l'ensemble, le départ de la poire qu'on a vu tout à l'heure, depuis les vergers jusque vers le premier terminal, et ainsi de suite. Et ça, le groupe RLE, ils sont forwardistes en tant que commissionnaire de transport, et ils sont très très forts à ce niveau-là sur l'ensemble de l'Europe. Donc c'est vraiment des solutions qu'il faut mettre en avant et collaborer ensemble, nous, opérateurs de transporteurs combinés, mais également les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures, parce que on est vraiment dépendant au niveau des sillons, de la qualité des sillons, et par les entreprises ferroviaires, ensuite de la qualité du service fourni, avec des ETA qui soient vraiment fiables, pour qu'on puisse gérer les capacités dans chaque hub et ainsi optimiser les trains. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir, Sylvain? Oui, j'ajouterais juste un point d'un petit maillon. Je ne sais pas s'il est en bout de chaîne ou en début de chaîne. On parle de commissionnaires et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie les logisticiens sur un aspect particulier. En fait, j'entends ce que dit Philippe en disant il faut qu'on attend, faut que le marché vienne à nous en nous demandant ce qu'ils veulent. Moi, j'ai aussi tendance à dire qu'il faut que nous on aille vers le marché et qu'on lui dise ce que tu veux, c'est bien, mais si tu faisais un tout petit peu un pas vers nous, on pourrait changer. Vous savez que chez FM, on est quand même des chancres du ralentissement de la supply chain, parce qu'il y a des moments où on nous met des contraintes de transit time pour que finalement les palettes restent dans nos entrepôts pendant plusieurs jours, pour pas dire plusieurs semaines après. Donc la réalité de la contrainte est quand même pas forcément évidente. Et puis le lien du commissionnaire, c'est pas uniquement effectivement d'orchestrer les solutions de transport, mais c'est aussi d'orchestrer comment on va réussir le bon rendez-vous au niveau du chargement, comment on va pouvoir être résilient si ce rendez-vous-là n'est pas réalisé. Et la chaîne, elle commence en fait à partir du moment où la marchandise, elle est imaginée comme devant être transportée, et pas quand elle est mise dans le moyen de transport. Je pense que ça, c'est important aussi qu'on l'ait tous en tête. Alors chez des chargeurs vrac, c'est peut-être plus évident, et encore.
Parce que finalement, quand on met un train de vrac en place, première chose qu'on demande, c'est quand même c'est quoi ton unité de chargement, combien de temps tu vas mettre à charger et à quelle heure, quels sont les horaires d'ouverture de ton site pour que je prenne le train. C'est un peu la même chose, y compris en flux palettisé. Donc je veux dire, il y a cette logistique-là aussi qui doit être intégrée et aller voir les chargeurs ou les logisticiens quand on parle de plateforme logistique pour les faire évoluer aussi dans leur organisation interne, ce qui est parfois possible, jusqu'à même faire évoluer les stratégies de stock. C'est là où on va un peu plus loin. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir imaginer. Parce que parfois, avec 1% de surcoût en stock, on peut peut-être gagner 5% sur le budget transport. Et ça, on n'est, à mon avis, collectivement, pas encore assez capable de le démontrer et de le présenter. Plus je vous entends, plus évidemment le terme de coopération s'impose. Mais quelque part, je me dis que les appels d'offres tels qu'ils existent, ils ont l'air quasi archaïques ou périmés parce que c'est une photographie à instant T un peu restrictive. Comment on passe à une autre étape concrètement de relation client entre un commissionnaire, un chargeur, un opérateur? Alors, à notre niveau, là, je parlais de ce que je connais chez FM, on est en train de faire deux choses. On traite 1500 appels d'offres par an aujourd'hui. En fait, quand je suis arrivé chez FM, j'ai fait de l'analyse de données TMS, donc de tout ce qu'on transportait déjà nous pour dire qu'est-ce que je peux reporter. Après, j'ai fait de l'analyse de données WMS, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre et qui sort de mes entrepôts et qu'est-ce que je peux compléter avec ce que je fais pour faire des boucles. Puis maintenant, je dis, mais j'ai 1500 appels d'offres qui tombent et il faut peut-être que j'arrive à faire ce boulot-là. Parce que je peux quand même comprendre que là aussi, le boulot des chargeurs, même si beaucoup le font et merci à eux, c'est pas non plus complètement de s'organiser entre eux pour essayer de voir comment ils peuvent mutualiser. Il faut qu'ils le fassent, mais c'est aussi un peu notre job. Donc c'est le premier fruit de ça, c'est comment effectivement on traite l'ensemble de la donnée complète des flux pour pouvoir être capable de proposer ça. Ça c'est mon premier point. Et après la clé de voûte, enfin moi c'est ce que je dis souvent, c'est faut qu'on travaille sur un mode projet. Alors ok, quand la solution est stabilisée sur des corridors qui existent déjà, ok que la compétition joue, pas de sujet. Mais quand des chargeurs ou des logisticiens même ont envie de revoir leur chaîne ou je prends souvent cet exemple-là. Nous, chez FM, quand on reçoit un chargeur qui nous dit j'ai des flux, je voudrais disposer d'un entrepôt en France ou en Europe, on faisait des calculs barycentriques routiers. Enfin, c'est pas comme ça qu'on disait chez nous, on fait une étude barycentrique. À la fin, ça s'appelle une étude barycentrique routière. Donc moi, aujourd'hui, je dis à mes collègues, tu fais ton étude barycentrique, mais moi, je vais te rajouter un point, un poids sur la proximité d'un terminal. Et au lieu de me mettre ton entrepôt là à 150 km, même s'il y a une voie ferrée, malheureusement, c'est une VUTR qui n'est pas accessible, bah, tu vas me rapprocher l'entrepôt à 150 km parce que finalement, là, j'ai un terminal de transport combiné qui offre. Et ça, aujourd'hui, ça nécessite une intelligence dans laquelle on est capable de mélanger les données chargeurs, mais aussi, et c'est là où je suis un tout petit peu moins d'accord avec Paul sur la capacité d'avoir la connaissance. Tu dis tout à l'heure, nous, on sait où sont les trains, on sait combien il y a de wagons, et donc si tu sais combien de wagons, tu sais que potentiellement ce train-là, il reste 200 mètres de wagons disponibles. Mais moi, j'ai besoin en tant que commissionnaire de dire, mais sur ces wagons-là, combien il y en a qui sont chargés vides? D'ailleurs, à qui je m'adresse si jamais je veux acheter un bout du wagon vide? C'est qui l'opère? Et aujourd'hui, ces données-là, on ne se les partage pas. Donc, nous, on peut aller faire ce chemin-là, mais je pense qu'il y a ce sujet de partage de la donnée derrière, quoi. Voilà. Et pour tout ça, il faut, comme le disait Bénédicte tout à l'heure, des outils digitaux extrêmement performants. C'est un défi, ça aussi, de progresser sur ce terrain-là. Je pense que ça rejoint le sujet de donner plus de transparence et plus de visibilité. Alors déjà de la transparence à nos clients en termes de tracking. Alors on le fait sur certains, on le fait sur les autoroutes ferroviaires, on le fait sur certains de nos containers pour Naviland Cargo, mais d'être capable de prédire un horaire d'arrivée et de tracer, super important pour une collaboration sur des grands corridors, parce qu'on encore une fois, assez rare de produire d'Espagne à la Pologne et ça passe par des collaborations. Donc, du tracking, de l'échange de données pour être capable. Vous parliez tout à l'heure d'arriver en amont de ce que nous demandent les clients et donc d'être capable de faire des scénarios. Donc moi je crois beaucoup à l'IA pour être capable de faire des scénarios alternatifs parce que quand vous prenez la route, il se peut qu'il y ait un embouteillage, il se peut qu'il y ait une tempête et donc la probabilité qu'on fasse toujours le même tracé, c'est quand même de plus en plus réduit. Et donc on l'a vu très bien, les mois de janvier et février ont été vraiment extrêmement compliqué en termes de transport combiné par les intempéries, par la grève des agriculteurs. Et ça devient la nouvelle norme. Donc il faut qu'on soit capable, quand on demande des sillons à Paul, d'avoir quand même en tête un sillon alternatif ou une reprise par la route. Alors on ne reprendra pas tous les trains par la route, mais je pense qu'il faut qu'on introduise dans
dans l'écosystème dont je parlais, beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de coopération pour avoir des scénarios alternatifs. Et puis je finis juste, et puis je vois que vous voulez réagir. L'IA aussi pour simplifier le métier pour nos clients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils commandent, le système doit être capable de leur générer, à partir du moment où ils s'intéressent, l'IA doit être capable de leur permettre de commander, de générer le bon de commande. Et ça suppose aussi de l'échange de données, de l'EDI et de l'API entre collaborateurs. Ouais, alors, vu mon positionnement géographique, je vais faire une passe de droite à gauche. Je suis admiratif de notre capacité, en cas de crise majeure, de pouvoir faire ce qu'on se dit ne pas être capable de faire dans le temps normal. Je m'explique, Paul. Et on nous dit toujours, les sillons, c'est compliqué, il faut 1 an, il faut 2 ans, il faut 3 ans. Hop, un tunnel s'effondre, en 2 mois et demi, on trouve une solution. Donc mon appel, c'est de dire, puisqu'on sait le faire en situation de crise, alors certainement ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps, ça coûte plein de choses, mais ça démontre une résilience dont on ne parle pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire que ça ne va pas avec SNCF Réseau, mais cette capacité de résilience et donc d'agilité aux crises climatiques et géopolitiques et autres devrait être quelque chose que vous devriez presque industrialiser, à mon sens. Et donc c'est pour ça que je fais la passe de droite à gauche. Excusez-moi Gilles de vous prendre le rôle, mais c'était un peu ma remarque. Mais j'allais le formuler d'une autre façon en demandant à Paul si l'avenir des modes ferroviaires industrialisés, c'est le mode projet. Oui, certainement. Et je pense effectivement que le gestionnaire d'infrastructure joue un rôle absolument majeur à ce sujet. Mode projet parce qu'il faut travailler sur des solutions de long terme qui préparent cet avenir. Et par rapport à ce que disait Bénédicte, où il faut être capable de réagir par rapport à des imprévus, des aléas climatiques, etc. Le fait de construire un réseau qui permet de ça, en particulier avec des itinéraires alternatifs, quand on a un problème sur une ligne, c'est une donnée qui est essentielle pour y parvenir. Et je pense en particulier qu'en Europe et singulièrement en France, on a un potentiel itinéraire alternatif qui est considérable, un peu inexploité, alors souvent pas électrifié, mais il y a peut-être des solutions pour ça. Mais par ailleurs, sur des sujets de plus court terme, alors je tempère un petit peu. Quand le 13 mars, on nous dit on ferme la frontière vers le port de Barcelone demain le 14, il y a de la perte. Il y a des sillons que même avec toute la bonne volonté des gestionnaires d'infrastructure, on n'a pas réussi à sauver. Mais effectivement, on peut être capable de beaucoup d'ingéniosité, de beaucoup d'astuces. Alors, ce n'est pas toujours réplicable sur des grandes quantités. Et pour montrer un petit peu cette ingéniosité, je pensais à ce que tu disais sur l'ETA, donc l'heure prévisionnelle d'arrivée. Quand on prend un peu de recul, en réalité, le seul qui devrait être capable de faire quelque chose de fiable en la matière, c'est le gestionnaire d'infrastructure. Pour une raison très simple, c'est que c'est le seul qui connaît tout. Qui connaît non seulement tous les trains de fret, mais aussi tous les trains de voyageurs, qui connaît aussi tous les travaux. Et donc, j'ai le plaisir de vous dire que de plus en plus, les gestionnaires d'infrastructure sont capables de donner cette donnée Expected Time of Arrival. Si ça vous intéresse, je peux même vous donner des informations sur la fourniture d'OTA à l'échelle européenne, puisqu'en l'occurrence, c'est disponible aujourd'hui. On ne va pas appeler SNCF Réseau Big Brother, mais effectivement, le GI, c'est beaucoup de choses. Si je peux me permettre, le GI en France, et tu as raison Paul, et la coopération entre les GI européens, parce que la supply chain, le passage de frontières est difficile. Demain, elle sera européenne, elle sera internationale, et donc cette coopération entre les GI Europe sur l'ETA, mais aussi sur les sujets de capacité et de travaux, et on le voit très très bien en Allemagne aujourd'hui, c'est essentiel qu'il y ait cet échange pour avoir des itinéraires alternatifs sur ce sujet, et je pense que OPAC est... Oui, justement, comme on est très concerné par les travaux en Allemagne, on est en contact régulier avec SNCF Réseau pour trouver des itinéraires alternatifs via la France. Donc on aura des travaux en 2027, 28, 29 tous les étés. Et là, effectivement, ça demande au niveau des corridors européens une forte collaboration entre les GI pour trouver des solutions. Donc, et ça, c'est les fameux
RFC, donc les corridors, qui sont là pour initier et gérer avec des anticipations de 5 à 10 ans l'ensemble des travaux qui sont nécessaires sur le réseau et qui ont un impact et qui demandent donc des itinéraires alternatifs par d'autres pays. Et je voulais revenir sur une remarque de Paul tout à l'heure, que c'est le GI qui peut donner exactement l'ETA d'un train. Moi je dirais c'est grâce au GI qu'une entreprise ferroviaire peut donner un ETA. Parce que entre le sillon qui existe, qui est tracé, qu'il soit national ou transfrontalier, c'est quand même l'entreprise ferroviaire qui, elle, gère son personnel et qui connaît les horaires de travail de ses conducteurs qui sont limités à certaines heures. Et donc, c'est vraiment l'entreprise ferroviaire qui doit être en contact permanent avec les opérateurs pour avoir le TA exact du train, pour permettre les correspondances, surtout sur les parcours transfrontaliers. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet échange. J'avais juste une question. On parle beaucoup de systèmes, d'organisation, etc. On ne parle pas beaucoup d'humains. Est-ce que vous avez les ressources humaines, les hommes et les femmes capables de se passionner pour une supply chain décarbonée, digitalisée, moderne, pour résumer un peu les choses? Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'attractivité du mode pour le faire progresser au jour le jour? Je ne sais pas, Philippe, par exemple? Oui, je crois qu'il y a de la passion, mais il faut de la passion des managers. Il faut que ça vienne d'en haut. C'est difficile de transformer une entreprise qui, comme je l'expliquais dans mon cas, fut exclusivement routière, pour lui donner d'autres ADN. J'ai au démarrage de ma politique, il y a une quinzaine d'années, j'ai été assez peu compris. Alors aujourd'hui, j'ai autour de moi, dans mes équipes, des gens qui sont passionnés par le sujet et qui en deviennent les promoteurs, mais c'est un long chemin. Je voudrais juste revenir, pendant que j'ai 12 secondes, sur un sujet. Je voudrais faire le distinguo entre exploitation et construction. Donc, moi, je suis épaté qu'on puisse me dire, on reconnaît toutes les ETA de tous les trains en Europe. Génial. J'ai qu'un problème, moi, c'est qu'aujourd'hui, j'essaie de construire des systèmes performants pour le compte de mes clients, pour leur proposer. Et je ne vois pas clair sur un sujet, c'est à quelle vitesse en France, il n'y a plus de piles, à quelle vitesse en France pourra-t-on demain développer des transports avec des P400 ? Là, c'est un vrai sujet. Dans l'Est de la France, on est dans une espèce de no man's land où le P400, à part sur Bettembourg-Dijon, ne peut pas circuler. Un vrai sujet de développement pour nous. Merci. Un dernier mot, Bénédicte, peut-être, ou Sylvain? Peut-être, on a parlé beaucoup de digitalisation. Et donc, moi, je pense que c'est une super opportunité pour faire rentrer des jeunes les jeunes dans notre entreprise qui vont nous bouleverser, qui vont nous provoquer. Nous, chez Naviland Cargo et Via, je peux vous dire que notre système informatique, c'est 40 personnes. Et c'est le service dans lequel on continue d'investir en permanence. Je pense que ça nous permet, avec tout le respect que j'ai pour ce panel, de peut-être un peu rajeunir la moyenne d'âge de notre industrie et peut-être de la diversifier un peu, si je peux me permettre aussi. Sylvain? Ouais, vous pouvez vous permettre, tout à fait. J'ouvrirai sur une autre problématique liée à la supply chain multimodale de demain. On a beaucoup parlé d'Europe, mais je pense qu'elle sera aussi beaucoup territoriale. C'est-à-dire qu'on ne réussira pas la supply chain de demain si on n'arrive pas à embarquer les territoires pour des futures implantations de terminaux, pour des futures implantations d'entrepôts notamment. Et si on n'arrive pas à faire ça, on sera toujours très très loin des besoins de nos chargeurs. Et donc il faudra qu'on arrive dans des temps plus ou moins longs de la politique locale, et on en sort là juste avec les municipales, d'embarquer les territoires qui commencent à intégrer ce besoin, qui n'est pas juste de réaliser le réseau de bus pour que les enfants aillent à l'école, mais aussi comment les marchandises arrivent jusqu'au client. Donc la partie territoriale, pour moi, sera un sujet important pour demain. Y compris les logistiques urbaines qui sont de plus en plus importantes. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous d'être restés jusqu'au terme de cette longue après-midi de débat. Merci Bénédicte, merci à tous les quatre. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à l'année prochaine pour un nouveau Multimodal Day. Bonne soirée. Listen. Oh, we're riding high, wild and
free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.